Donc c'est la suite de la première vidéo qu'on a vue qui se terminait par la relation de cause à effet. Et maintenant nous allons voir les différents types de raisonnement par déduction et induction. Donc comme on a déjà commencé à le dire, une déduction ça permet de déterminer un effet lorsqu'on connaît une cause. Et une induction ça permet de déterminer une cause lorsqu'on connaît un effet. Le raisonnement par déduction, en général, il sera plus efficace, il sera plus sûr. Seulement, il a un problème, le raisonnement par déduction, c'est que si on ne connaît pas la cause et qu'on peut observer seulement les effets, eh bien, on ne peut pas faire de raisonnement par déduction. On ne peut faire qu'un raisonnement par induction lorsqu'on observe seulement des effets. Donc, dans les sciences naturelles, on va faire très souvent des raisonnements par induction parce que on observe certains effets et on veut déterminer quelles en sont les causes. Donc on a deux exemples là. Pour bien comprendre, déduction, c'est je regarde le ciel, s'il pleut, il pleut c'est la cause, j'en déduis que l'herbe est mouillée. L'herbe est mouillée, c'est la conséquence. Dans cette situation, je peux observer la cause et donc j'ai pas besoin de regarder l'herbe, je peux déduire que l'herbe est mouillée. Ok, donc dans un raisonnement par induction, je regarde l'herbe, j'observe que l'herbe est mouillée et j'en induis qu'il pleut ou qu'il a plu, et cela sans regarder le ciel, sans observer la cause. J'observe seulement l'effet dans un raisonnement par induction. Donc on a aussi une autre notion dont on va parler, c'est la relation généralité à cas identifié. Dans cette relation, l'exemple très connu de cette relation, c'est l'exemple tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est-à-dire, si on sait que tous les murs sont blancs, si on trouve un mur en face de chez nous, ce mur est forcément blanc. Donc un attribut qui est général à toute une classe d'éléments, et ben, chaque élément particulier, chaque élément identifié aura cet attribut. Alors, cette relation généralité qu'a identifiée, ça paraît évident qu'on peut utiliser ça, mais pour que ça ait un intérêt, il faut qu'il existe dans le système qu'on étudie un moyen d'établir une généralité sans étudier tous les cas. Parce que s'il faut étudier tous les cas pour pouvoir faire une généralité, eh bien au moment où on étudiera un cas donné, on saura déjà que cet élément il a le caractère qui nous intéresse. Alors si on reprend notre exemple des signes, si ma seule façon de savoir que tous les signes sont blancs, c'est d'observer chaque signe un par un et de dire ok celui-là il est blanc, ok celui-là il est blanc, ok celui-là est blanc, celui-là est blanc, celui-là est blanc, celui-là est blanc, et de faire ça pour tous les signes, et à quoi ça me sert de faire le raisonnement tous les signes sont blancs, donc le signe qui est tout à gauche est blanc parce que je sais déjà d'avance que tous les signes sont blancs. Puisque mon moyen de savoir que tous les signes sont blancs, c'était d'observer chaque signe. Donc il faut, pour que ça ait un intérêt, de pouvoir faire une relation de généralité à cas identifié, pour que ça ait un intérêt, il faut que je dispose d'un moyen d'établir une généralité sans étudier tous les cas. Ok, et ça va être une des caractéristiques des systèmes formels. Donc les systèmes formels, qui nous intéressent maintenant, les systèmes formels, ce sont des systèmes qui sont caractérisés par plusieurs éléments. Premier élément très important dans un système formel, on fait uniquement des raisonnements par déduction, des causes vers les effets. Et ces raisonnements sont des raisonnements sûrs à 100%. On peut donc utiliser la transitivité dans les systèmes formels. Qu'est-ce que c'est la transitivité ? La transitivité, si on reprend l'exemple du chat qui a faim, le chat a faim, donc il miaule. Dans cette phrase, la cause, c'est le chat a faim, et l'effet, c'est il miaule. Et dans la deuxième phrase, la phrase qui est juste en dessous, le chat miaule, donc je l'entends.
le chat miaule, c'est maintenant la cause et elle a un effet, hein. Ça renforce l'idée que le fait d'être une cause ou un effet, c'est quelque chose de relatif. Et donc, quand on a ces deux phrases, on aimerait bien obtenir le chat a faim, donc je l'entends. Ça, c'est le raisonnement par transitivité qui va éliminer le il miaule qui est intermédiaire, par lequel on transite. C'est pour ça qu'on appelle transitivité. Donc le il miaule deviendra juste une étape qui va disparaître quand on va en déduire que le chat a faim, donc je l'entends. Et on peut aussi utiliser la transitivité ça c'est la transitivité dans le raisonnement par déduction. La transitivité dans le raisonnement par induction, ça serait de dire je l'entends, j'induis que le chat miaule, il miaule, donc j'induis qu'il a faim, et de ça je vais obtenir je l'entends, j'induis qu'il a faim. Donc les raisonnements par transitivité peuvent être des raisonnements par induction ou par déduction. Dans le cadre des systèmes formels, on fait des raisonnements par déduction et on fait des raisonnements par déduction mais qui sont sûrs à 100%, où il y a, quand une cause a lieu, l'effet a lieu à coup sûr. Et ce qui va se passer dans un système formel, c'est que on va faire des raisonnements par transitivité un très grand nombre de fois. Et donc si on en fait un très grand nombre de fois, il faut s'assurer préalablement que chaque raisonnement est sûr à 100%. Parce que sinon on aurait des risques d'erreur qui s'accumuleraient et à la fin on finirait par dire n'importe quoi. Donc ça c'est la première caractéristique du système formel. Et la deuxième caractéristique, c'est que un système formel doit permettre une généralité sans avoir besoin d'étudier tous les cas. Alors comment ça marche? On fait un exemple, par exemple en mathématiques. On peut le faire grâce à une expérience de pensée. Par exemple, si je veux démontrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, un nombre pair c'est un nombre qui s'écrit deux fois un autre nombre, on va faire le raisonnement suivant, l'expérience de pensée suivante. On va penser au premier nombre comme deux fois quelque chose, mettons deux fois A, on appelait A le quelque chose, et le deuxième nombre, il s'écrit aussi deux fois quelque chose, mais avec peut-être un quelque chose différent, disons deux fois B, et donc on a ces deux nombres qui s'écrivent, le premier nombre s'écrit deux fois A, le deuxième nombre s'écrit deux fois B, et en les ajoutant, on obtient 2A plus 2B, et en factorisant par 2, on voit que le résultat c'est 2 fois quelque chose, en l'occurrence c'est 2 fois A plus B, et comme ça on a une démonstration du fait que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, et cette démonstration elle a été faite par une expérience de pensée sans étudier aucun nombre pair, sans faire 8 plus 12, sans faire 36 plus 142. On n'a fait aucune addition, on a juste raisonné par une expérience de pensée. Et ces expériences de pensée, elles permettent d'obtenir des généralités sans étudier tous les cas et en réalité, en fait, sans étudier aucun cas. Donc on pourrait faire ça pour le cas, par exemple, Socrate est mortel. Il faudrait qu'on explique qu'en fait, les hommes sont mortels à cause d'un processus biologique et pas en vérifiant d'un point de vue expérimental que tel ou tel homme est mort et donc mortel. Vous voyez la différence? Et pour les signes, il faudrait que l'on soit capable, dans nos petits signes, d'expliquer que l'espèce de signe ne peut être que blanche. Et en fait ça, bien sûr, on n'a pas vraiment réussi à le faire. On a même en fait réussi à montrer que c'était pas vrai, puisque il existe des signes qui ne sont pas blancs. Il existe des signes noirs qui vivent en Australie. Pendant longtemps on a cru qu'il n'y avait que des signes blancs parce qu'on avait observé que des signes blancs, mais le fait d'observer tout le temps que des signes blancs, ça n'implique pas que tous les signes soient blancs. Donc finalement il existait des signes noirs parce qu'on n'avait pas une expérience de pensée qui expliquait que un signe est forcément blanc.
il n'y a pas d'expérience de pensée, et du coup, en fait, cette hypothèse, comme quoi tous les signes seraient blancs, elle a été invalidée par la découverte d'un contre-exemple, d'un signe noir qui vivait en Australie. Donc les vérités des systèmes formels, ce sont des vérités absolues, car elles tiennent leur vérité du système qui les décrit, et pas d'une quelconque réalité. La déduction peut être utilisée de façon transitive à un nombre de fois illimité. Maintenant, on va parler un petit peu des sciences naturelles. Il y a plusieurs types de sciences naturelles. Alors, quel est le cadre d'une science naturelle? Une science naturelle, c'est un savoir dans lequel on va définir précisément le champ d'observation qu'on étudie. Si on fait par exemple de la mécanique, on étudie la chute des corps, on va regarder comment les objets tombent, à quelle vitesse, etc. On ne s'intéresse pas trop à savoir quelle est leur température, est-ce que ces objets sont vivants, est-ce que ces objets sont... On s'intéresse à seulement certains éléments. Donc, on va d'abord, si on veut faire une science naturelle, on veut d'abord définir précisément quel est le champ d'observation qu'on étudie. Une fois qu'on a défini un champ d'observation, on cherche à obtenir les observations les plus précises possibles. Éventuellement, en utilisant des instruments de mesure, par exemple, si on étudie des objets qui sont très petits, on va utiliser un microscope. Si on veut étudier les planètes, on va utiliser un télescope, etc. On va essayer d'avoir des instruments de mesure qui vont nous permettre d'avoir des données objectives. Par exemple, si on veut étudier le poids ou la masse d'un objet, on va utiliser une balance et pas seulement le sous-peser et dire oh, celui-là il a l'air plus lourd que l'autre. Donc on reviendra sur ce point quand on va voir le dépassement des biais, le deuxième chapitre. Et on a aussi une notion très importante, c'est la notion d'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience? C'est tout simplement une observation qu'on a contrôlée, c'est-à-dire qu'on a pu rendre la meilleure possible, c'est-à-dire qu'on a pu déterminer la situation dans laquelle on allait faire notre observation. Alors il est clair qu'il y a beaucoup de sciences pour lesquelles on ne peut pas faire d'expérience. Par exemple, si on s'intéresse à l'astronomie, on ne peut pas faire des expériences, on n'a pas des planètes ou des étoiles dans un laboratoire, on est objectivement capable seulement de faire des observations. Et donc, on va seulement améliorer nos instruments de mesure et pas pouvoir faire d'expériences. Il y en est de même aussi pour l'archéologie. On ne peut pas se téléporter dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Donc on va juste essayer d'améliorer nos techniques de fouille, etc. Donc dans une science naturelle, on cherche à identifier les causes qui pourraient avoir le même effet, qu'on va appeler des hypothèses. Donc si on retrouve peut-être un squelette d'un animal, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce squelette il correspond à une espèce qui a disparu? Est-ce que ce squelette il a été assemblé de telle ou telle façon, etc. Donc on va faire des hypothèses et ensuite on va comparer les hypothèses entre elles. On utilise dans les sciences naturelles presque que le raisonnement par induction parce qu'on observera quasiment tout le temps les effets et jamais les causes. Donc le but des sciences naturelles, c'est de découvrir les causes en ayant les effets. Et ça, c'est exactement le raisonnement par induction.